الدستورية والتوازنات السياسية. بعد ثورة 2011 والإتاحة بالنظام السابق تتالت الدعوات إلى الرغبة في إقامة نظام برلماني، لأن الفكرة التي كانت رائجة آنذاك هو أن الدكتاتورية والاستبداد وتركيز السلطات كان يعود إلى طبيعة النظام السياسي الذي كان نظاما رئاسيا. Bon, par respect, je vais changer en langue française. Après les événements de 2011 et l'abolition de l'ancien régime, si on veut, on a voulu immédiatement, la première idée qu'on a eue, c'est de mettre en place un régime parlementaire. Parce que qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution, c'est une véritable rupture avec le passé. Pourquoi on a choisi le régime parlementaire? Parce qu'on a considéré à tort, je vais revenir sur ce point, que l'ancien régime, incarné par la Constitution du 1er juin 1959, était un régime présidentiel. Et donc, par réaction à cela, on a opté pour la mise en place d'un régime parlementaire. Réellement, initialement, dès la version initiale de 1959, 1er juin 1959, c'est-à-dire la version initiale, originaire de la Constitution, le régime n'était pas réellement un régime présidentiel. Il était un régime présidentialiste. Parce que si on revient à cette version initiale, on pouvait se rendre compte facilement que les pouvoirs donnés au président de la République dépassaient de loin ceux donnés, par exemple, au président américain. Un seul exemple, et je passe. Par exemple, l'ancien président tunisien, c'est-à-dire les deux anciens présidents tunisiens, Bourguiba et Ben Ali, avaient la possibilité de prendre l'initiative législative, chose que le régime présidentiel, au sens vrai du terme, méconnaît, parce que, selon le principe de la spécialisation fonctionnelle, seul le Congrès peut légiférer. Donc, on a qualifié à tort le régime, l'ancien régime, de régime présidentiel, parce que c'était, comme j'ai dit, un régime présidentialiste, et cette touche, cette caractéristique présidentialiste a été fortifiée par des touches successives, par les réformes constitutionnelles successives, c'est-à-dire surtout, je cite ici 3 dates fondamentales, 76, la révision de 76, la révision de 88 et la révision de 2002. Ces 3 révisions ont accru l'aspect présidentialiste du régime tunisien. Donc, on a dit après la chute de ce régime, le départ de Ben Ali, on a cru que pour instaurer une démocratie, il fallait incontestablement mettre en place un régime parlementaire. La première tentative ou la première consécration de cette idée-là, de cette vision-là, c'était au cours du mandat de la Constituante. Parce qu'à cette époque-là, on a mis en place une loi constituante relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Et si on revient à cette loi-là, on va se rendre compte qu'on a mis en place, sans aucune hésitation, un régime parlementaire qui est devenu par la suite un régime d'assemblée, dans la mesure où l'Assemblée nationale constituante, c'est elle qui a élu le président de la République, c'est elle qui a mis en place le gouvernement. Gouvernement et président de la République étaient responsables, les deux, devant l'Assemblée constituante qui pouvait les destituer. Cette vision, ou cet amour aveugle envers le régime parlementaire, si on peut dire, a continué ou a animé les débats au sein de la Constituante quant à la conception du nouveau régime politique, fruit de la nouvelle Constitution. Il y avait 2 tendances. Une tendance incarnée par le parti islamiste, le parti Nahda, majoritaire à la Constituante, qui était en faveur du régime parlementaire, et une autre tendance qui voulait apporter quelques correctifs à cette vision parlementariste. Enfin, à l'adoption du texte, on peut se rendre compte que la vision parlementariste a triomphé, mais on a quand même réussi à apporter quelques correctifs à ce régime parlementaire. C'est la raison pour laquelle, si on veut qualifier le régime instauré par la Constitution du 27 janvier 2014,
on va dire que c'est un régime parlementaire, parce qu'il obéit à toutes les caractéristiques organiques et fonctionnelles du régime parlementaire, et on va les développer par la suite, mais aussi c'est un régime parlementaire avec des touches présidentielles ou avec des correctifs présidentiels. Ça, c'est au niveau des textes, bien sûr, au niveau de la qualification. Mais on sait tous que le régime politique n'a pas de sens sans le confronter avec la réalité partisane des politiques. Parce que les politologues ont dit toujours que tout social est politique, et a fortiori, tout constitutionnel est politique. C'est la raison pour laquelle on va consacrer notre deuxième partie à la pratique qui a essayé de concrétiser ce schéma institutionnel. C'est-à-dire, est-ce que la pratique a suivi le schéma institutionnel ou non? Donc, première partie, la qualification du régime politique. Comme on a dit, ce régime politique est un régime parlementaire avec des correctifs présidentiels. Pourquoi il est un régime parlementaire? Parce qu'il obéit aux caractéristiques classiques, traditionnelles du régime parlementaire. Quelles sont ces caractéristiques-là? Tout d'abord, d'un point de vue organique, il y a une dépendance organique entre le gouvernement et le pouvoir législatif. Parce que ce qui caractérise le régime parlementaire par rapport au régime présidentiel, par exemple, c'est que dans le régime parlementaire, le gouvernement émane du Parlement. Il y a une dépendance organique, contrairement à ce qui existe en régime présidentiel, où il y a une autonomie organique, un isolement entre les deux pouvoirs. Si on revient par exemple à l'article 89 de la Constitution, on va se rendre compte que le gouvernement, il est issu, il est formé par le Parlement, par la majorité parlementaire, parce que l'article 89 dit clairement qu'après les résultats des élections législatives, le président de la République confie aux candidats du parti majoritaire ou de la coalition qui a eu le plus grand nombre de sièges au Parlement, il lui donne cette mission de former un gouvernement. Le même gouvernement, pour obtenir le vote de confiance aussi c'est une technique purement parlementaire, il doit présenter un résumé sommaire de son programme d'action et pour être investi, il doit avoir la majorité absolue. Donc ici, il y a une dépendance organique entre le gouvernement et le Parlement, une caractéristique majeure du régime parlementaire. Autre caractéristique aussi organique du régime parlementaire, c'est l'existence des moyens de pression et d'action réciproque entre le législatif et l'exécutif. Parce que comme a dit toujours, par exemple, Jean Gicquel, ce qui caractérise le régime parlementaire par rapport au régime présidentiel, c'est cette révocabilité mutuelle. C'est-à-dire le Parlement peut révoquer le gouvernement et inversement. On trouve cela aussi dans le texte de la Constitution tunisienne. Parce que le texte de la Constitution tunisienne a donné au Parlement des moyens d'action pour contrôler le gouvernement, qui peuvent aller des questions écrites et orales, l'article par exemple 95, jusqu'à le moyen le plus radical, c'est la motion de censure qui a pour effet la démission du gouvernement. Mais le régime parlementaire est un régime aussi d'équilibre des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle l'exécutif détient des moyens de pression sur le législatif. Le moyen de pression le plus classique, le plus connu, c'est la dissolution. Et la dissolution est bel et bien présente dans le texte de la Constitution. Bon, il y a une certaine spécificité parce que le droit de la dissolution est exercé par le président de la République et non pas par le chef du gouvernement. Il y a aussi des détails qui concernent la manière avec laquelle ce droit est exercé. Je ne veux pas m'attarder dans ces détails-là. Peut-être qu'on laissera cela pour le débat. Donc, d'un point de vue organique, toutes les caractéristiques du régime parlementaire sont là. Dépendance entre les deux et moyen d'action entre les deux. D'un point de vue fonctionnel maintenant, si on revient pour examiner la répartition des attributions entre les deux têtes de l'exécutif, parce que l'exécutif, il est composé de deux organes. On trouve le président de la République et un chef du gouvernement, donc un exécutif bicéphale. L'article 71 l'énonce clairement.
Et ici, l'article 71 marque, ou se distingue, se démarque de l'ancien article 37 de la Constitution de 59. Parce que l'ancien article 37 de la Constitution de 59 disait que le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, assisté par un gouvernement, etc. Donc, le terme assisté était clair en 59. Le pouvoir exécutif n'était pas un pouvoir exécutif bicéphale réellement, mais était un pouvoir dominé par le président de la République, et les tâches exécutives étaient exercées uniquement par le président de la République, mais ce président de la République, dans l'exercice de ces tâches exécutives, était uniquement assisté, aidé par un gouvernement dirigé par un Premier ministre et non pas un chef de gouvernement. Le Premier ministre, à cette époque-là, était un simple collaborateur, ou le premier collaborateur, le collaborateur direct du président de la République. Il n'était pas un chef de gouvernement, il était le premier des ministres, ni plus ni moins. Donc l'article 71 opère réellement une hiérarchie au sens vrai du terme, c'est-à-dire l'exécutif devient bicéphale parce qu'on a supprimé cette expression d'assistance dans la mesure où l'article 71 énonce clairement que le pouvoir exécutif est exercé par un président de la République et un gouvernement. C'est-à-dire, cette conjonction de coordination montre clairement qu'on a dépassé l'ancienne logique et on est dans une logique parlementaire au sens vrai du terme. Si on examine maintenant les rapports de force ou la manière avec laquelle les attributions ont été réparties entre président de la République et chef de gouvernement, on va aussi conclure que ce schéma institutionnel respecte les caractéristiques qu'on connaît du régime parlementaire, parce que l'essentiel des pouvoirs est détenu par le chef du gouvernement et non pas par le président de la République. Dans la mesure où le chef du gouvernement, c'est lui qui détermine la politique nationale, c'est lui qui dispose de l'administration, c'est lui qui exerce le pouvoir réglementaire général, c'est lui qui choisit les ministres, c'est lui qui peut révoquer les ministres, c'est lui qui peut aussi modifier, ajouter ou annuler des ministères. Et donc, l'essentiel des pouvoirs exécutifs reste de l'apanage du chef du gouvernement. Autre chose aussi qui caractérise le régime parlementaire qu'on trouve dans la constitution tunisienne, c'est le principe aussi de la collaboration fonctionnelle entre exécutif et législatif. Parce que s'il y a une dépendance et un enchevêtrement organique entre exécutif et législatif, la conséquence logique, il va y avoir aussi une collaboration fonctionnelle, c'est-à-dire les limites fonctionnelles sont brisées dans le régime parlementaire. La collaboration fonctionnelle veut dire que l'exécutif peut participer à la fonction législative et inversement. Et on trouve cela dans la constitution tunisienne, parce que le droit à l'initiative législative revient à la fois au président de la République, au Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement, et 10 députés en moins. On sait très bien que, conformément à l'orthodoxie du régime présidentiel, l'initiative législative échappe à l'exécutif, parce que dans le régime présidentiel, le principe de la collaboration fonctionnelle est remplacé par un principe de spécialisation fonctionnelle et toute la tâche législative est exercée uniquement par le Congrès américain, dans le régime américain. Et donc, si on trouve que la Constitution opère une répartition, un partage du droit à l'initiative législative entre exécutif, président de la République, chef du gouvernement et des députés, cela rime parfaitement aussi avec le principe de la collaboration fonctionnelle. Mais, comme on a dit au départ, le régime parlementaire, ses caractéristiques parlementaires ont été consolidées, si on veut, ont été corrigées, si on veut, par des petites touches présidentielles, c'est-à-dire des techniques qu'on a empruntées du régime présidentiel. Et donc, ces techniques-là se manifestent aussi au niveau organique et au niveau fonctionnel. Au niveau organique, on a une chose qu'on ne trouve pas dans le régime parlementaire. C'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Parce que dans le régime parlementaire, le chef d'État, il est soit un monarque, soit un président, mais élu indirectement, comme c'est le cas de l'Italie, l'Allemagne et les régimes parlementaires, c'est le cas des autres régimes parlementaires classiques. Or, on trouve en Tunisie que le président de la République
bénéficie donc d'une légitimité démocratique directe. D'ailleurs, Maurice Duverger, quand il a travaillé sur ces régimes mixtes, qu'il a qualifié de régime semi-présidentiel, la dénomination et la qualification ne m'intéressent pas, mais je parle de la logique. Maurice Duverger, quand il avait parlé de ces régimes mixtes-là, il a dit que ce qui caractérise ces régimes mixtes-là par rapport au régime parlementaire classique, que la légitimité populaire est incarnée par ou se manifeste dans deux aspects. Un premier aspect qu'on trouve dans le régime parlementaire, c'est-à-dire les élections législatives, et un deuxième aspect qu'on ne trouve pas dans le régime parlementaire, un président élu directement qui dispose d'une aussi légitimité directe à l'instar du Parlement. Autre technique aussi, qu'on ne trouve pas dans le régime parlementaire, c'est la technique de la destitution du président de la République. Parce que selon l'article 88 de la Constitution de 2014, le Parlement peut émettre une motion pour destituer le président de la République en cas de violation grave à la Constitution. Or, dans les régimes parlementaires classiques, on sait très bien qu'il y a un principe fondamental, c'est celui de l'irresponsabilité du chef de l'État. Selon l'adage traditionnel et communément connu, le roi ne peut mal faire. Or, cette technique de destitution, où on la trouve dans la technique de l'impeachment aux États-Unis d'Amérique, qui permet au Congrès de destituer le président de la République en cas de haute trahison. Bien sûr, il y a certaines spécificités procédurales par rapport au régime américain, parce qu'en Tunisie, ce n'est pas le Parlement qui destitue, c'est la Cour constitutionnelle qui devrait se former, se constituer, qui a la faculté de juger et de destituer le président de la République. Ça, c'est au niveau fonctionnel, au niveau organique. Au niveau fonctionnel, on trouve aussi certaines techniques présidentielles. Par exemple, le droit de veto. Le droit de veto, il est reconnu dans la constitution tunisienne. Le président de la République peut, avant la promulgation, renvoyer le texte pour une deuxième lecture, et la majorité requise pour la deuxième lecture est une majorité renforcée, c'est-à-dire une majorité absolue pour les lois ordinaires, une majorité des 3/5 pour les lois organiques. Autre chose qu'on ne trouve pas dans le régime parlementaire, et qui va dans le sens de ce statut privilégié de président de la République par rapport au statut classique qu'on connaît tous dans un régime parlementaire, c'est la technique du référendum. Le président de la République, il a deux choix à faire. Soit il utilise son veto, soit il n'utilise pas son veto. Mais avant la promulgation, il peut renvoyer le texte au référendum populaire, au vote populaire, c'est-à-dire au référendum, au vote populaire. Bien sûr, ces textes doivent être relatifs à certaines matières énumérées par la Constitution, à savoir les droits de l'homme, la ratification des conventions internationales, le statut personnel, etc. Ce recours au référendum favorise aussi le statut de président de la République et nous fait éloigner du schéma parlementaire classique. Donc, si on veut résumer au niveau institutionnel, indépendamment des dénominations, c'est-à-dire des qualifications qu'on peut trouver dans la doctrine, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un régime présidentiel, semi-présidentiel, ou un régime semi-parlementaire, ou un régime parlementaire présidentialisé, les dénominations importent peu. Ce qu'on doit dire, et sans aucune hésitation, c'est un régime mixte, à domination parlementaire, mais avec des correctifs présidentiels. Mais comme on a dit, la Constitution n'est pas un travail, c'est-à-dire le travail n'est pas un produit final, la Constitution. La Constitution, c'est un processus. Et la Constitution comporte un aspect dynamique et un aspect statique, comme disait la doctrine toujours. Et cet aspect dynamique-là est animé essentiellement par les hommes. Comme on dit, les institutions sont animées par les hommes, essentiellement les hommes politiques. C'est la raison pour laquelle je vais passer maintenant à l'examen de la pratique politique, certes
on a, c'est-à-dire, une pratique qui a maintenant, c'est-à-dire qui a commencé à partir de 3 ans uniquement, c'est-à-dire on n'a pas une période assez importante pour pouvoir en tirer les conclusions nécessaires, mais on va essayer de dégager les remarques essentielles qu'on peut y tirer. Moi, à l'examen de schéma institutionnel et constitutionnel, j'ai pu conclure que le fonctionnement réel et pratique du régime politique qu'on vient de décrire dépend de 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est la concordance des majorités. La deuxième hypothèse, c'est la divergence des majorités. C'est presque à l'image du régime français, c'est-à-dire cohabitation et en dehors des périodes de cohabitation. Donc, première hypothèse, en cas de majorité concordante, qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, la concordance des majorités. Cela veut dire que le Parlement est issu d'une majorité, ce Parlement a mis en place un gouvernement, le président, quand il est élu, il émane de la même majorité, c'est-à-dire il a la même tendance politique. Donc, ici, d'un point de vue politique, d'un point de vue partisan, Parlement et président de la République ne sont pas 2 concurrents politiques. C'est-à-dire, ils relèvent de la même tendance, ils relèvent du même parti, à la limite de la même coalition. À ce moment-là, l'essentiel des pouvoirs va être exercé non plus par le chef du gouvernement, comme dit la Constitution, mais par le chef. Et c'est ce que nous vivons réellement aujourd'hui. Parce qu'à partir des élections de 2014, on sent très bien que les rapports de force politiques ont basculé en faveur de Carthage au détriment de la Caspa. C'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République, on le sent tous. C'est celui qui détient, c'est celui qui incarne la pièce maîtresse de l'échiquier politique. D'ailleurs, normalement, si on était dans une logique purement parlementaire, si on a essayé de rester fidèle au texte de la Constitution, le chef du parti qui a formé la coalition devrait être chef du gouvernement et non pas un chef d'État. Parce que dans les régimes parlementaires, la première personnalité politique au sein du parti, c'est-à-dire la personnalité emblématique, va prendre la direction du gouvernement et non pas le poste du chef de l'État. Or, M. Beji Caïd Sebsi était clair et a tranché dès le départ, c'est-à-dire il s'est présenté aux élections présidentielles. Pourtant, il savait que, du point de vue des attributions, le chef du gouvernement détenait l'essentiel des attributions. Donc, ce choix qui a été fait montre bel et bien que, dans l'esprit des partis politiques, dans l'esprit du parti, du moins qui a remporté les élections, le pouvoir doit être détenu par le président de la République et non pas par le chef du gouvernement. D'ailleurs, ce qui explique que le premier gouvernement formé par cette coalition était présidé et dirigé par quelqu'un qui n'avait aucun rapport avec le parti. Il était quelqu'un d'indépendant, oui ou non? Donc, il n'avait pas cette étiquette partisane. Et donc, il était dépendant politiquement du président de la République qui exerçait sur lui une autorité morale. Même chose, on peut aussi l'avoir avec le deuxième gouvernement, Chahed, parce que M. Chahed, avec tous mes respects, n'a pas un poids assez important au sein du parti qui a remporté les élections ni de tous. Donc, en cas de concordance de majorité, les attributions du président de la République vont s'accroître au détriment du chef du gouvernement. C'est presque le régime français en dehors des périodes de cohabitation, c'est-à-dire l'essentiel des pouvoirs est transféré en pratique au Carthage, contrairement à ce que dit la Constitution. D'ailleurs, on le sent même, c'est-à-dire pour le remplacement des ministres, pour leur nomination, etc., les décisions sont préparées à Carthage et exécutées à la Caspa par la suite. Donc, première hypothèse, concordance des majorités. Deuxième hypothèse envisageable, la divergence des majorités. C'est-à-dire, on peut imaginer le scénario suivant, c'est-à-dire, on a le peuple choisit une
coalition. Cette coalition a la majorité, elle forme un gouvernement, mais au niveau des élections législatives, ce n'est pas le même candidat. Le candidat relève d'une autre force politique partisane. Donc ici, on va trouver deux concurrents politiques et partisans. À ce moment-là, les choses vont changer. Parce qu'on revient plutôt à la logique du texte et les pouvoirs du président de la République vont être confinés au pouvoir conféré à lui par le texte de la Constitution, c'est-à-dire uniquement dans le domaine de la défense, dans le domaine des relations internationales uniquement. Le reste revient au chef du gouvernement, pardon. Mais cette hypothèse, pour moi, elle est plus dangereuse que la première. Pourquoi? Parce que s'il y a, et nos amis français le savent très bien, parce que cette divergence peut aboutir au blocage des institutions de l'État. Il va y avoir un bras de fer entre le président de la République et le chef du gouvernement. Cela a été perçu en France. Et cela est plus perceptible en Tunisie, d'autant plus que le texte constitutionnel laisse des ambivalences et des ambiguïtés quant à la nature du rapport et quant à la manière avec laquelle on va harmoniser l'action du président de la République et l'action du gouvernement. Je donne des exemples. Le texte dit que le Conseil des ministres est présidé par le chef du gouvernement, mais il est présidé par le président de la République dans les domaines qui reviennent au président de la République, c'est-à-dire domaine de la défense et domaine des affaires étrangères. Mais si, le texte aussi ajoute, mais si le président de la République assiste au Conseil des ministres, même si les conseils de ministres ne se rapportent pas à son domaine, il peut les présider. Or, imaginons que président de la République et chef du gouvernement sont deux concurrents politiques. Le président de la République peut s'amuser à présider tous les conseils des ministres. C'est-à-dire qu'il vient assister au conseil des ministres qui doivent être présidés uniquement par le chef du gouvernement pour bloquer le travail de ces conseils de ministres-là. Même chose pour le droit de veto. Pour le droit de veto, le président de la République peut s'amuser aussi à utiliser ce droit de veto uniquement pour bloquer les propositions et les projets de loi qui émanent de la majorité parlementaire et de son gouvernement. Donc ici, il y a un risque de blocage, surtout que le texte n'est pas clair sur beaucoup de points. Par exemple, aussi au niveau des nominations, c'est le chef du gouvernement qui nomme tous les ministres, on laisse uniquement au président de la République les nominations qui peuvent se rapporter au domaine militaire, au domaine diplomatique et au domaine de la défense. Et le texte dit que le président de la République nomme dans ces postes-là après consultation du Premier ministre. Certes, le terme consultation ne veut pas dire un avis conforme au sens du droit administratif, dans la mesure où le président de la République reste libre, mais la solidarité gouvernementale et l'harmonie au sein de l'action gouvernementale nécessitent qu'on prenne en considération aussi l'appréciation du chef du gouvernement, chose qui est très difficile à réaliser si les deux émanent de deux camps différents politiquement parlant. Donc pour conclure, pour ne pas être trop lent, on va dire que le fonctionnement du régime politique tunisien tel qu'il a été mis en place par la Constitution, quand je parle de fonctionnement, je veux dire un fonctionnement stable, parce que le fonctionnement réel nécessite ou donne a pour conséquence toujours une stabilité. Entre parenthèses, on souffre, nous, de l'instabilité gouvernementale de la Tunisie. C'est-à-dire que cette stabilité, pour moi, nécessite deux choses. Tout d'abord, la rationalisation de la vie politique. Il faut que les partis politiques soient plus disciplinés, le schéma politique soit plus clair, parce que maintenant, on est dans un schéma politique qui n'est pas clair. Par exemple, si on revient au vote, ou à la majorité avec laquelle on a voté les lois, au sein de la Chambre des représentants du peuple, jusque-là, on ne peut pas dégager une majorité réellement. C'est-à-dire la majorité, elle change par rapport à la loi qui change. C'est-à-dire face à une loi, on trouve que Nidé et Narda qui forment la coalition sont là, ils sont disciplinés. Dans une autre loi, on ne trouve personne. On trouve une partie de la coalition qui est là.